Philippe, pour mieux te décrire le joyeux marché et te convaincre d'en faire un film, j'ai décidé de te le montrer sous forme cinématographique, puisque c'est ton langage. Voilà, nous sommes à Préchac, dans la lande girondine, place de l'église. C'est là qu'un bénévole de l'association, place d'Oupéis, vérifie les passes sanitaires à la demande de la mairie. Tu noteras qu'il lit Philosophie de l'anarchie de Charles Malato. Alors, un petit plan panoramique va te permettre de voir l'ensemble de la manifestation. Là, il s'agit du Big Joyeux Marché qui a lieu chaque année en septembre. Il y a beaucoup plus de stands puisque l'association Place d'Oupéis a invité des artisans locaux à présenter leurs productions. Là, je vais te faire maintenant le détail des stands qu'il y a tout le long de l'année, sauf en hiver. Aline, en quittant l'éducation nationale, a pensé récupérer des chutes de tissu qu'elle recycle en fabriquant des trousses, des porte-monnaies, des coussins et autres objets utiles dans la vie quotidienne. Là, elle discute avec Sandrine, qui élève des ânesses. Sandrine fait des produits cosmétiques à partir de lait d'ânesse, des savons ici, et puis des pommades, des onguents, des produits cosmétiques. Là, on arrive à la ferme des filles, des cousines qui se sont regroupées il y a quelques années pour créer, à partir de terres abandonnées, des bocages avec des haies qu'elles ont restaurées pour y élever des poules, faire des œufs bio et aussi la culture maraîchère. Elles ont beaucoup travaillé. Ça marche. Voici les fraises en ce moment. Et elles ne manquent pas d'humour, les filles. Cocatinga, c'est le nom de la jument de Pauline. Elle pratique l'équitation à haut niveau. Elle fait des selles et de l'artisanat de cuir. La ferme du Bosquet a été créée par Lucille et Arafat en agroforesterie. Arafat est venu de Malaisie pour rencontrer Lucille et ensemble, en 2018, ils ont créé donc cette ferme de production de légumes et surtout d'élevage de poulets, tout en pratiquant donc l'agroforesterie. On fait entre 2000 et 2500 par an. Suffisant pour vivre. Oui, pour nous ça ira parce qu'on a un légume aussi. Combien vous êtes dans la famille? On a une fille, on est trois. Alors là, Philippe, ce que tu vois, c'est des bobines de laine produites par Soisic et Sébastien à partir de leurs moutons qu'ils promènent dans la vallée du Ciron. Ben là, je vais les interroger et tu auras plus de précision. Alors vous, c'est la ferme des itinérants. Oui, c'est ça. Et depuis combien de temps la ferme des itinérants existe? C'est installé en 2019. 2019, donc à quel endroit? Alors nous, on est... Qu'est-ce que c'est itinérant? Oui, on est bergers itinérants, donc nos brebis vont de Bernos-Belac à Prégnac le long du Ciron. On fait tout à pied, on est en extérieur toute l'année, mais on a un point de vie pour nous et mon atelier de laine sur Léojat. D'accord. Et l'atelier de laine, c'est-à-dire de la tonte et du filage Alors l'atelier laine, nous on fait la tonte 2 fois par an. Après, on envoie en filature pour tout ce qui est lavage, cardage et filage. Et moi, derrière, je récupère des cônes de fil avec lesquels je fais des teintures végétales et du tissage. Et je propose aussi des pelotes. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Moi, avant, j'étais ingénieur en système électronique embarqué. Et moi, avant, j'étais berger salarié pendant une dizaine d'années. Et avant, j'étais électrotechnicien en station de ski. D'accord, donc c'est en fait une transition professionnelle importante. Tout à fait. Un petit peu moins pour toi puisque tu étais berger. La transition s'est faite il y a 10 ans, mais en travaillant dans le monde du ski, ça m'a excessivement plu, mais c'était un autre milieu. Et en travaillant là-haut, j'ai vu le monde des brebis, qui est un monde qui je trouve
plus raccord avec mon éthique. D'accord. Mais et vous êtes venu dans le sud-ouest ou vous étiez du sud-ouest? Nous étions du sud-ouest, pour ma part il y a bien longtemps, soit dit qu'elle a toujours été du sud-ouest. Et on a décidé de s'installer ici pour relancer du coup, notre activité pastorale, qui était une activité ancestrale, qui a complètement été perdue dans la région aquitaine. D'accord. La ferme brasserie de Moustous, bière et limonade. Moustous, en occitan, ça signifie désuet, modeste, de l'argot. Lucie, Vincent, des céréales brassées avec conscience et soin, c'est Moustous. Ils ont une exigence dans le choix de leurs céréales, la façon de brasser, etc. Là, j'ai pas pu trop leur poser de questions, comme tu le vois, il faisait chaud. Et il y avait beaucoup de travail, les gens avaient très soif. Là, je me dirige vers le domaine du Gléroux. C'est un stand où ils vendent du vin et de la farine qu'ils produisent, des viticulteurs et meuniers, un couple. Voici Jean-Philippe, très occupé. Dans une séquence suivante, tu verras la propriété, le domaine du Gléroux, 2 vallons avec un ruisseau entre les deux, du blé pour la farine, des vignes pour le vin. Et tu rencontreras Isaline qui nous parlera un petit peu de la propriété et de l'histoire du Gléroux dans ce coin. Voilà, les voilà tous les deux. Un petit tour, le banquet a commencé. Les gens sont attablés, se rencontrent, discutent. Le concert va commencer. Ils sont prêts, c'est Gigina Gratis, cette fois-ci. C'est Laurence qui m'a dit bonjour. Elle habite pas très loin de chez toi d'ailleurs. Voilà, et là le bal. Alors, ce n'est pas tous les mois comme ça, hein. Là, c'est un bal trad, parfois c'est de la musique, du rock progressif, d'autres fois c'est parfois des spectacles de rue. Tout dépend, parce qu'il y a 2 écoles de cirque dans le coin, tout dépend du spectacle. Enfin, tu vois, Philippe, ce que je veux te montrer, c'est que ce n'est pas qu'un marché, c'est aussi un choix de vie, une alternative économique. Il y a des choses à dire là-dessus. Là, c'est le stand des bénévoles. Ils gèrent la buvette qui finance les activités de l'association Place du Pays. Ce sont des bénévoles qui viennent des villages du sud Gironde en général, parfois du nord des Landes. Là, on voit le stand de la Gratuitade. Les bénévoles de l'association récupèrent des objets neufs ou de seconde main et c'est donné. Tiens, les carottes sont cuites, c'est le fourgon cuisine de Florian. Florian qui a préparé les repas végétariens. Ils sont 2 ou 3 stands à faire la cuisine pour les gens du Joyeux Marché. Florian fait une pause, il a tout vendu. Hugues est maraîcher, aidé de ses amis, sur les bords de la Garonne, dans la terre limoneuse. Sa spécialité, c'est le cresson. Mais là, comme ce n'est pas la saison, eh bien, il y a des légumes de saison. Le cresson, c'est en hiver, en général. La plupart de nos maraîchers vendent aussi dans des AMAP, un peu dans le secteur et beaucoup à Bordeaux et en région Bordeaux, en banlieue bordelaise. Voilà le stand de Mellifica, faiseuse de miel. Mandy est l'apicultrice du Joyeux Marché. Elle a une grande diversité parce qu'elle met ses ruches aussi bien dans l'entre-deux-mers de Sauveterre à Capsieux, sur l'autre rive de la Garonne. Tu noteras qu'elle aime aussi la musique et danser. Voici le stand de notre président, le président de l'association. Vincent. J'ai tenu une discothèque pendant 6 ans à Lille, oui monsieur.
comptable, avant je travaillais dans l'espace vert, dans les assurances. Et La formation initiale, un bac B, un bac ES. Un bac ES. J'ai fait les 2 premières années de droit, mais j'ai laissé tomber. Et un vaisselle de 14 mois dans la marine, Djibouti, Mayotte, La Réunion, Madère, Bergen, Brest. Et une discothèque pendant 6 ans à Lille. Alors quand je dis discothèque, c'était un club électro. On faisait de la musique électro, sous toutes ses formes, techno, house, hard house, dub, drum and bass. C'était 2 associés. À Lille, le kiosque, 28 rue de Oisem. Je suis ch'ti. Comme tu le vois, Vincent fait du fromage de chèvre. Et là, il a beaucoup vendu. Il lui en reste plus beaucoup. Il lui reste quelques savons. t'as du savon? Du savon lait de chèvre, monsieur. 20% de lait de chèvre. Là, je vais me diriger vers le stand de Johan Musso, qui est un cueilleur. Je vais d'ailleurs le laisser se présenter. Il va nous parler, là. Tu verras. Quand est-ce que tu es devenu distillateur, Johan? Est-ce qu'il y a vraiment un début à l'histoire? On pourrait commencer l'histoire par la rencontre avec un distillateur, ça c'était en 2001. Et les premières distillations que j'ai faites, c'était quelques jours après avec lui. Et quand j'ai écouté, j'ai fait comme Obélix. Je suis pas ressorti de l'alambic après. Qu'est-ce que tu faisais avant? Pas grand chose. Si, je m'étais intéressé au maraîchage avant. Et quand j'ai démarré, j'étais dans une ferme en maraîchage bio dans les Cévennes. Et ce gars dont je parle, il est passé à la ferme emprunter un outil. C'est moi qui étais là, c'est moi qui l'ai accueilli. Et on s'est mis à discuter. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je ramasse du thym. Ah bon, ok. Et du coup, je lui ai proposé de l'accompagner. C'est comme ça que ça a démarré. Alors, moi, j'étais plus parti sur le maraîchage, mais parce que je savais pas que les plantes médicinales ça existait. Je connaissais les marques de supermarché, voilà, les boîtes à saupoudrer. Je savais pas qu'on pouvait devenir producteur ou cueilleur de plantes médicinales et encore moins distillateur. Voilà. Tout s'est déclenché en 2001. Et moi je me suis installé en 2007 après. Donc entre temps j'ai bossé chez d'autres producteurs de 2001 à 2007. Et de 2007 à aujourd'hui, voilà, j'ai mon petit alambic, je fais mes distillations d'hydrolat et d'huile essentielle. Et l'histoire suit son cours, l'aventure. Je distille un petit peu pour des collègues. Et tu cueilles? Je fais de la cueillette sauvage uniquement. Ouais. Je fais pas de culture. Chez moi, tu viens, il n'y a aucune parcelle avec de la menthe poivrée ou autre. D'ailleurs, c'est la seule plante dans ma gamme que j'achète à des collègues qui produisent et je la distille moi-même. Et toutes les autres plantes, c'est issu de cueillette sauvage. Dans la famille Caraz, les enfants. Aujourd'hui, les parents sont restés à la ferme pour s'occuper des bêtes. Ils sont éleveurs, producteurs et transformateurs. Ils ont aussi une table, c'est une ferme auberge, quoi. Donc il y a du travail et on n'est pas assez d'une famille pour tout ça. Les parents Caraz sont arrivés des Antilles. Ils se sont installés à Gajac, à côté de Bazas, pour créer leur ferme auberge, les Fées de Serre. Là, ils produisent donc de la viande bio, du bœuf, du porc et de l'agneau. Alors là, on arrive au stand des Jardins de la Porte. C'est David et Emeline. Alors voilà David, on voit sa silhouette. Il y a Cécile, la copine de David, au premier plan. Et en rouge, Emeline, qui est derrière à la caisse. Elle pèse. Tout comme David, elle est ingénieure agronome. Puis elle s'est associée avec David au Jardin de la Porte. Ils savent faire des espèces anciennes, comme tu le vois, qui sont plus résistantes, mais demandent plus de travail. Ils t'en parleront un peu plus parce que je suis allé les interviewer au Jardin de la Porte. Tiens, regarde, ils vendent des tomates. Une espèce ancienne, très résistante. Personne n'en a eu cette année. Et voilà. Tiens, derrière, c'est Marion, la boulangère. Voici le stand de Dominique Galland, l'herbier des Esteilles. Elle est cueilleuse, ramasse donc des herbes différentes pour des tisanes, des aromates, des sirops et des apéritifs. Elle est géographe de formation, elle a commencé comme urbaniste
Et puis ensuite, elle est allée vers les champs et elle a recensé la faune, la flore. Et de fil en aiguille, elle a créé l'herbier des Esteilles. Je n'en dis pas plus parce qu'on va la suivre tout à l'heure. Là, on va partir avec elle, prospecter de la menthe sauvage. La pulicaire, voilà, pulicaire dycentrique, Pulicaria dysenterica, et bizarrement elle n'a pas de propriété médicinale malgré son nom. Et alors ça fait partie des sylvains, donc il y en a 3. Leur façon de voler, c'est vraiment très proche des papillons tropicaux. Ils planent, des fois. Tu vois? Et c'est super léger, ça plane. Ah. C'est la menthe aquatique. Ah oui, elle est forte. Qui est beaucoup plus présente. Ouais, en bas. Elle est très forte, celle-là. Très forte, c'est pour ça que je l'aime bien. On rajoute vraiment en compassion. Alors ici. Alors son nom en latin c'est Mentha rotundifolia, Mentha feronda. C'est-à-dire quand je ramasse, quand je fais mes récoltes, donc je dépose sur des clés. J'ai un système où j'ai un déshumidificateur, c'est-à-dire qui déshumidifie la pièce. Là c'est de l'ortie que j'ai ramassé pas loin de la Garonne, à Aigues-Mortes-les-Graves. Donc là c'est de l'ortie. Un peu au-dessus, là j'ai par exemple de l'estragon. Qu'est-ce que j'ai encore en dessus? C'est de la menthe à feuilles rondes. Il y a les ballots juste au-dessus. Quand les plantes sont sèches, je vide les clés et je mets le contenu dans des draps jusqu'au moment où je pourrai les émonder, parce qu'il y a beaucoup de plantes en fait qu'on ne peut pas mettre telles quelles. On est obligé de séparer les tiges et les feuilles par exemple. Voilà, donc il y a les ballots. Et après, une fois que les plantes sont émondées, je les mets dans des sacs double épaisseur pour lutter contre l'humidité. Voilà, dans des sacs pour pouvoir ensuite faire des tisanes avec. Voilà. Donc là, ce sont les tisanes, produits finis, enfin tisanes, aromates, etc. qui sont en sachet, qui sont prêts à être vendus et consommés. Voilà. D'habitude, je mets de la menthe à feuilles rondes, de la menthe aquatique et un peu de menthe cultivée. Et là, j'ai tenté de mettre de la menthe poivrée parce que j'avais un peu de menthe poivrée. Donc, ce sera peut-être un peu plus frais que d'habitude. Voilà. On verra. On testera. Là, comme je te l'avais dit, Philippe, on va arriver au jardin de la Porte. Ainsi, je vais te présenter donc David et Cécile, sa compagne, et puis Emmeline, son associée. Voilà, un peu Emmeline parlait des carottes. Je trouve qu'elle a une jolie voix. Quelque chose comme ça. Mais alors, elle aide l'humanité, mais pas trop les maraîchers, parce que c'est quand même dur. Hein. La carotte en bio, en désherbage, on se casse bien le dos parce que c'est hyper minutieux, petit. Nos clients sont contents quand on en a parce qu'il n'y a pas beaucoup de maraîchers en bio pour l'instant. Surtout en maraîchage biodiversifié, on a déjà les verse dans cette caisse-là et moi je les arrose au fur et à mesure. Ouais. Hop là. C'est pas vous arroser. J'avais oublié de noter les courgettes. Donc, finalement, je les mets dans les demi-paniers. Ouais. Et donc, on ne met pas les carottes. Ok, on les aura. Elles Et... sont belles. Ouais, elles sont belles. Il t'en a pas passé comment ça bien local? Non. Mais si tu lui envoies une photo de ça, il va... Ah, des carottes? Non, des courgettes trompettes, ouais. Comme il n'y en a pas beaucoup.
Philippe, comme nous nous trouvons dans le magasin des ventes, je vais laisser David énumérer les fruits et légumes en 4 saisons. Basilic, radis noir, carottes, radis, il y aura des navets, laitue forcément, des tomates, poivrons, aubergines, courgettes, concombres, haricots, épinards, mâches, laitue, après des petits pois pour le printemps, carottes pour le printemps, oignons bottes, aillé, tout ça, une culture primaire. Et après il y a les patates, courges, choux. C'est pour Wayo Wayo, c'est un food truck de nourriture réunionnaise. Et ils utilisent ces tomates pour faire de la sauce rougail. C'est des tomates crues, avec du piment notamment. J'ai fait des études d'agronomie à Nancy et je suis revenu en Gironde. Donc on va dire que c'est... Tiens Emeline. C'est une question On va dire, pour la vie. on va dire que c'est un circuit court de vente. Ah oui. Oui, c'est tout en Gironde et tout en direct quasiment. Ah ouais. Radis betterave, tu pensais, on met dans tous les paniers ou pas? Les betteraves, il y en a beaucoup, donc ouais. Peut-être qu'on peut en mettre dans tous les paniers, ouais. Ok. Et là, c'est vraiment la période où il y a le plus de légumes parce qu'il y a encore tous les légumes d'été et on commence à avoir les légumes d'automne qui sont récoltables. Donc c'est la période de profusion, quoi. Grâce à Emeline, depuis que j'ai décidé de m'associer, j'ai pu prendre des vacances. Et là, c'était la première semaine de vacances en été que j'ai pu prendre. Ouais, je suis originaire des Vosges. J'ai fait mes classes préparatoires agro-véto à Nancy en Lorraine et après j'ai fait mon école d'agronomie entre Toulouse et les Pays-Bas. Et donc ensuite, après l'école d'agronomie, moi je me suis plutôt orientée vers tout ce qui était écologie, protection de la biodiversité, gestion des espaces naturels et j'ai travaillé pendant 7 ans à la Fondation Nicolas Hulot à Paris. Et voilà, donc c'était très intéressant parce que j'allais partout en France sur le terrain pour rencontrer les associations, notamment en Outre-mer aussi. J'ai eu la chance d'aller en Guadeloupe, Martinique, Guyane, où ils ont vraiment un rapport à la nature. J'aurais pu partir bosser en marketing ou vendre des pots de yaourt pour bébés. On est de passage sur Terre pour une courte période et moi j'ai envie de faire en sorte que je vais pouvoir, avec mon énergie, mes expériences, mes compétences, essayer de faire en sorte que ça soit un peu moins pire. Et je trouve que cet engagement-là et ce que ça m'apporte de me dire tous les matins, je fais un métier déjà qui me plaît et qui est utile, je trouve que ça vaut bien plus que de gagner 50 000 € par an. Hein. Emeline nous parle d'une démarche citoyenne. Elle est en train de nous dire qu'elle a choisi un travail comme quelqu'un va voter pour tenter d'orienter l'avenir de notre société. C'est cette alternative qui est le sujet. Clairement, c'est vrai, on travaille, nous on va dire 50 heures par semaine, c'est énorme dans une vie. Donc moi j'ai envie que ce temps passé, déjà que je m'y retrouve humainement, que je sois heureuse d'y aller et puis que ça serve à quelque chose, quoi. La surprise quand je suis venue, c'est Cécile qui m'a parlé de la difficulté de son ancien métier d'infirmière. Oui, je suis devenue infirmière. J'ai pas exercé très longtemps, mais c'est que les circonstances actuelles ne permettent pas tellement d'exercer le métier comme on voudrait. Enfin, d'exercer de façon humaine en fait, tout simplement. Il faudrait que ce soit des gens qui connaissent le métier, qui gèrent ça, et pas que des administrateurs qui sont focalisés sur la rentabilité et pas sur l'humain. Bon, on part sur 18. Non, mais je sais pas exactement combien ça devait être en plus, mais c'est peut-être 6 € de plus par mois en abonnement, quoi. Enfin, entre 5 et 10.
Non, 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 mais Non, mais tant qu'à faire. Philippe, pour finir cette promenade à travers les joyeuses alternatives, je suis parti avec Emmeline, la maraîchère, visiter le domaine du Glérou. Voici donc ce vaste domaine où une présence humaine est certifiée depuis 10 000 ans. Il est actuellement travaillé, embelli par Isaline et Jean-Philippe. Comme tu le vois, c'est une terre à blé et à vigne. Isaline nous apprend qu'enfant, elle ramassait dans cette propriété qui appartenait à son père et à ses oncles des tessons de mosaïque romaine. Mais vous pouvez cultiver dessus, il n'y a pas... Ouais, c'est suffisamment profond. En fait. Ah oui. Par contre, on ne peut pas construire. Oui. Vous labourez profond? Non. Non, sur les argiles profonds, tu veux dire en... Oui, pour les céréales. Non, on laboure très peu en fait. On laboure une fois tous les... Dans le cadre de la rotation, à peu près tous les 7 ans. Donc ça fait pas beaucoup quoi. Ouais, tous les 7 ans. Ouais. Et À l'origine, il y a la terre. Ici, c'est de la grave argileuse avec des moisissures et des micro-orbites. Ici, là, il y a eu un... Voilà la partie meunière de l'exploitation. Jean-Philippe surveille le tri des graines, parce qu'il s'agit de faire de la farine qu'avec du blé. Ensuite, le blé est dirigé vers les silos. Ensuite, en suivant les tuyaux, on nous amène dans une pièce propre et isolée, où les graines, par la trémie blanche, alimentent la pierre de meule. Là, les graines de blé sont transformées en farine, qui est elle-même ensuite tamisée dans le blutoir. Puis, elle est triée et, en bout de ligne, la farine sera conditionnée en sacs de 5 kg. Derrière le bruit des machines, Jean-Philippe nous explique leur désir d'aller au bout d'une élaboration gustative, de la terre, la semence, jusqu'au produit de base, le pain, le vin. Un peu plus tard, c'est Isaline qui nous explique leur installation au domaine du Glérou et comment on est passé d'un salaire à une entreprise. On avait besoin de cet appui-là. Moi, quand je l'ai rejoint, il y avait un certain nombre de crédits qui étaient déjà payés, il y avait un roulement sur l'entreprise qui fait qu'on n'aurait pas pu s'installer à deux dès le départ en fait. Ouais, donc effectivement, et puis ça me plaisait ce que je faisais aussi à l'époque. Donc c'est au bout d'un moment où je me suis dit, il y a tellement de boulot sur l'entreprise familiale qu'il y a peut-être moyen aussi de bosser pour moi. Pour aller visiter les vignes et le chai, on va prendre la voiture. Ouais, alors ça dépend des années, mais en gros, pour dire à 70%, oui. D'accord. Les années où on est grêlé, on utilise des levures sèches parce que du coup, ça peut développer des levures indésirables. D'accord. La vigne pour s'alimenter, si tu veux, est-ce que c'est elle qui a fait une moisissure? Oui. Autour du pied, chaque fois tu retrouves ça quoi. Voilà, nous sommes arrivés juste avant la vendange, de la terre à la vigne. Les grappes attendent encore une semaine ou deux avant d'être vinifiées. Et puis comme toute bonne visite de vignoble, il nous amène au chai et nous allons goûter la cuvée précédente. Tout en discutant de cépages entre deux verres, Jean-Philippe nous parle de son métier initial de soudeur, puis d'ouvrier dans le bâtiment dans le Haut-Ardèche, avant de rencontrer Isaline, qui elle était géographe, puis travaillait dans l'aménagement du territoire, avant de devenir finalement paysan. Malbec, non, Si, jamais... il faut replanter. Moi j'aime bien le Malbec. Moi j'adore. Ouais, c'était un de mes cépages préférés. Ouais. Mais du coup, il y avait un truc étonnant, c'est que le Malbec, quand j'ai commencé à m'intéresser à la vigne, donc quand j'avais une vingtaine d'années, du côté de Cahors, on appelle ça le Côte. Ok. C'est le cépage roi là-bas. Et là-bas, il avait un truc très particulier, c'est qu'il avait des arômes de violette, mais super expressifs.